Bienvenue dans les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Les talks qui donnent la parole à toutes les voix du design. DA, typographe, motion designer, sound designer, UX designer, rédacteur, conseil. Des talks pour tout savoir sur ce qui les inspire, sur leur approche créative et sur ce qui fait avancer le monde du design. Les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Produit par Star Trek et présenté par Pierre Naban. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les talks de l'ADC. We seek the truth and help people understand the world. Telle est la mission du New York Times. Une mission que le T-Brand Studio accompagne pour mettre l'image au service du journalisme. The Truth, cette quête, anime également le travail de l'équipe du T-Brand Studio dédié au brand content et au storytelling des marques qui sont ready to make a mark on the world. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Bouchez, directrice de création du T-Brand Studio International. Bonjour Céline, bienvenue dans les talks de l'ADC. Alors Céline, on va parler aujourd'hui marque, design multimédia, création, mais surtout et avant tout, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? On dit que tous les chemins mènent à Rome, le tien t'a mené au T-Brand Studio International. Merci Pierre, bonjour à tous et merci de me recevoir. Oui, bien sûr. Donc j'ai eu la chance de faire mes études à l'ESA d'Amiens il y a de nombreuses années, ensuite de poursuivre avec un master de designer as a entrepreneur à SVA, School of Visual Arts in New York, ce qui donc m'a emmené aux États-Unis où j'ai passé 10 premières années de ma carrière. J'ai commencé dans le print. Je sais, ça fait un peu vieux jeu, mais voilà, j'ai commencé dans le print dans une maison d'édition de luxe, mais rapidement, je me suis rendu compte que le futur était dans le digital. Je voulais faire partie de cette transformation qui vraiment se faisait, donc j'ai décidé d'un peu d'abandonner tout ce que je connaissais, parce que j'avais quand même vraiment une base de print, et de rejoindre une agence qui faisait principalement du digital. Donc je me suis un peu, j'ai appris toute seule, grâce à cette agence. Voilà, de fil en aiguille, je suis passée d'agence en agence. J'ai monté ma boîte pendant laquelle j'ai travaillé pendant à peu près 3 ans. Entrepreneur également. Entrepreneur, oui. Ouais. Donc notamment pour des marques de luxe depuis les US, mais pour la France. Ce qui m'a du coup amené à la décision de revenir en France en 2017. Et en arrivant à Paris, complètement par hasard, j'ai vu une annonce du New York Times. Donc c'était pour moi vraiment de lier mon amour pour New York, mon amour pour le travail en anglais. Et donc j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de T-Brand Studio International au New York Times basée à Paris, quand ils ont ouvert la branche luxe. Voilà. Donc back and forth du côté de l'Atlantique. Exactement. Et alors Céline, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton rôle au T-Brand Studio International et qu'on comprenne justement la place du design et de la création pour les marques? Alors j'ai intégré donc il y a 8 ans et demi le T-Brand Studio International. À l'époque, j'ai intégré en tant que designer, comme j'ai vraiment un diplôme et une expérience de designer. Donc, je faisais partie de ce qu'on appelle l'équipe Design and Dev, donc qui gère vraiment tout le côté visuel du contenu. C'est-à-dire que au T-Brand Studio et particulièrement au T-Brand Studio International, on a 2 types d'équipes de création. Après, on a des équipes de project managers, de stratégistes évidemment, mais on a une équipe de design et une équipe d'éditeurs, donc qui sont des journalistes de formation, qui n'ont évidemment rien à voir avec la newsroom, qui sont complètement séparés, mais qui créent tout le contenu, que ça passe par évidemment des articles, des podcasts, tout ce qui est contenu, les mots en gros, pour nos clients, pour exprimer les messages forts que nos clients veulent faire passer à notre audience. Et moi, mon rôle à l'époque, c'était de mettre en page visuellement ces articles. Parce que le but, en fait, de ce qu'on fait, c'est de faire des pages qui soient très semblables à ce que fait la newsroom, tout en étant beaucoup plus attrayante, puisque c'est du contenu qui est payé, pour que notre audience ait vraiment envie de lire le contenu. Et en fait, de fil en aiguille, je suis passée directrice artistique, puis directrice de création. Et là, mon rôle a un petit peu changé, même si je reste à la tête de l'équipe design et dev. Donc, j'ai la responsabilité de tout ce qui est design, développement, sur tout le contenu qui sort du T-Brand International, mais surtout digital et print. Digital et print. Alors, on est beaucoup sur du digital. Il y a un petit peu de print, mais principalement du digital et des podcasts. On fait beaucoup de podcasts aussi. Mais mon rôle aujourd'hui, en fait,
c'est plus d'être une facilitatrice, comme j'aimerais bien le dire. Donc c'est en fait de non plus autant faire du craft, faire du design en tant que tel, mais c'est d'inspirer les équipes, de les aider à trouver les meilleures idées avec le partenariat de l'équipe éditoriale, évidemment. Je travaille beaucoup avec la directrice éditoriale, de trouver des idées moi-même et en fait d'assurer que le contenu concret pour nos clients soit de la meilleure qualité possible. Donc c'est vraiment, je fais plus vraiment de design en tant que tel, mais plus de l'inspiration, du management, de la création, de l'idée. La direction de création. Donner Exactement. La direction. Ouais. Donner une direction. Et alors, évidemment, le T-Brand Studio de manière générale et le T-Brand Studio international, entités différentes et vraiment, on le sait, c'est la réputation du New York Times. Les choses sont absolument hermétiques et séparées. Mais il y a quand même un positionnement commun. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a une patte créative, direction de création New York Times dans ce que vous faites? Tout à fait. Je pousserais même plus loin. Au niveau journaliste, on suit le même style guide que la newsroom. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce qui est les éditeurs, écrit, c'est-à-dire que la partie écriture exactement. Donc, du T-Brand Studio international. Exactement. Donc, c'est-à-dire que même tous nos articles doivent être écrits en anglais américain, pas en anglais britannique, même quand ils sont écrits par nos équipes basées à Londres. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue éditorial. Il y a la même rigueur, il y a la même qualité dans le journalisme que ce que fait la newsroom. Et d'un point de vue visuel, on fait la même chose en fait. C'est-à-dire que le département, ils appellent ça le département graphique dans la newsroom. Donc c'est tous ceux qui font les pages multimédia interactives, notamment, vous avez peut-être vu l'article sur le feu de Notre-Dame qui avait vraiment déconstruit où avait commencé le feu, comment est-ce qu'il s'était répandu dans Notre-Dame, etc. Tout ce département fait un travail magnifique qui est une énorme sous-inspiration pour nous. Donc c'est vrai que notre travail au quotidien, c'est de prendre cette qualité, de regarder ce que fait la newsroom au niveau visuel et d'appliquer la même rigueur, la même qualité dans tout ce qu'on fait pour les marques pour lesquelles on travaille. Sachant que c'est l'idée, la démarche, c'est de travailler du contenu de marque, du storytelling pour les marques. Est-ce que justement pour illustrer les choses, il y a un ou deux cas un peu emblématiques, alors ils sont tous emblématiques évidemment, mais est-ce qu'il y en a un ou deux qui nous permettraient de comprendre justement, alors le travail sur Notre-Dame était assez incroyable effectivement d'interaction et de design digital des choses. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais qu'en préparant le talk, on a parlé de L'Oréal, de This Is Not a Beauty Story. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Notre-Dame, c'était évidemment fait par la newsroom. Donc nous, il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier qu'on a fait en 2022 pour Birkenstock était un peu le premier gros case study qu'on ait fait au niveau T-Brand international. Donc Birkenstock, tout le monde les connaît. Ils sont venus, ils nous ont contactés un peu comme ça par hasard parce qu'ils avaient un problème qui était assez unique. Ils ne voulaient absolument pas vendre plus de chaussures. Ils n'avaient pas la capacité d'en fabriquer plus, ce qui est quand même un problème qu'on n'a pas souvent. Mais ils voulaient revaloriser leur image de marque, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus la chaussure moche mais cool, la chaussure que tout le monde porte, qu'on voit sur les runways, qu'on voit partout, alors qu'en fait, eux, à la base, ils ne s'intéressent qu'à l'anatomie du pied, c'est vraiment de l'orthopédie, c'est des orthopédistes, donc ils voulaient être vus comme une marque qui se met au service du pied. Donc tout notre travail, ça a été vraiment de comprendre ce que eux voulaient dire par ça. Parce qu'au début, on s'est dit, bon, Birkenstock, le confort, c'est un peu ce qu'on nous vend, les chaussures qui sont faciles à porter, qui se mettent partout. Ils nous ont dit, non, pas du tout. Donc, ils nous ont invités 3 jours en Allemagne. Je suis allée, moi, personnellement, avec plusieurs de mes collègues, visiter toutes leurs usines. On a visité leur HQ. On a parlé avec des équipes marketing, des équipes R&D, recherche, R&D, exactement. Ouais. Et on a compris, en fait, que essayage vraiment... aussi, j'imagine. Ouais. Non, mais beaucoup. C'était 3 jours en 3 jours en Birk. Non, c'était vraiment assez incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte vraiment que tout est fait pour mettre à l'aise le pied, pour faire en sorte que le pied soit le plus, enfin, j'allais dire le plus confortable, mais c'est pas le bon mot. Voilà, de façon à ce que tout vraiment soit fait pour que le pied soit en meilleure santé, pour que notre corps soit aussi en meilleure santé. Donc la plateforme qu'on a mis en place s'appelle Ugly for a Reason. Et c'est en fait vraiment une idée de repartir à la base des choses. Donc on a fait 3 films
qui partent du pied. Le premier ne parle que de l'anatomie du pied. On a parlé à des scientifiques, des médecins, des gens évidemment dans leur secteur R&D qui montrent en fait l'importance du pied pour le reste du corps. Le deuxième épisode parle du reste du corps et comment est-ce que le reste du corps dépend du pied, donc toujours très scientifique. On est allé vraiment chercher regarder le fonctionnement du genou, le fonctionnement du dos. On s'est vraiment posé des questions un peu à la façon de notre newsroom. On a vraiment cherché les détails de l'investigation du journalisme pour comprendre comment ça fonctionnait. Le troisième, en fait, nous recentre sur la marque Birkenstock et explique comment est-ce que la marque Birkenstock utilise justement toutes ses connaissanses pour créer leurs chaussures. Et visuellement, c'était donc une série de 3 films. On est allé shooter des gens à qui on a parlé, donc chez eux. On est allé dans des écoles à Londres par exemple pour comprendre comment est-ce que les étudiants étudient le product design. On est allé chez des scientifiques, regarder vraiment avec les os, filmer tout ça, et on a fait un mélange de tout ça, d'interviews et de motion graphics pour avoir un film vraiment qui représente l'anatomie, qui soit le plus scientifique et le plus fact-check possible. Et donc pour rappeler que la santé du corps repose sur la santé des pieds. Exactement. Et donc c'est that's why it's ugly for a reason. Exactement, et c'est drôle parce que c'est pas si ugly que, évidemment, c'est alors pas si ugly que ça. C'est drôle parce que justement le titre a été inspiré d'une publicité qu'on a retrouvée chez Birkenstock qui, je crois, datait des années 70 ou 80, qui appelait les Birkenstock eux-mêmes s'appelaient Ugly Fat Potatoes. Et c'est de là qu'est venu Ugly for a Reason. Donc ça, c'est un premier case study. Le deuxième... Et peut-être juste pour comprendre, c'est-à-dire que parce qu'effectivement là la démarche design justement s'applique à faire intervenir en fait les meilleurs pour répondre à une question de marque. En fait, tout part d'un problème de marque. Finalement, c'est un petit. Alors, on en parlera après, mais effectivement, le rapport, la différence qu'il peut y avoir entre une agence et vous et le travail que vous faites. Mais ça part d'une problématique de marque. Une marque qui va vous voir, qui dit voilà, j'ai un problème. Pas tant un problème de vente, mais un problème de perception, de positionnement, et de positionnement, et donc on vient vous voir pour travailler et changer le regard sur l'objet en mobilisant donc des crafts qui sont tous en interne, ou vous faites appel aussi. Est-ce que vous pouvez faire appel à des spécialistes sur un domaine ou un autre? Tout à fait. Alors beaucoup sont faits en interne. On fait appel parfois à des spécialistes. Dans ce cas-là, tout ce qui est vidéo, on n'a pas de vidéographe, on n'a pas de gens spécialisés dans la vidéo pour l'instant au studio. Donc on a travaillé avec des partenaires vidéo en effet qui nous ont aidés. Mais après, tout ce qui est storytelling, contrôle de l'image, motion graphics, tout ça a été fait en interne pour être intégré ensuite évidemment dans les films. Ouais. Et donc tu avais un autre exemple. J'avais un autre exemple qui est complètement différent, qui est un partenariat qu'on a fini l'année dernière avec L'Oréal, le groupe L'Oréal. Tout est parti encore une fois vraiment d'un rendez-vous un peu au hasard. On s'est dit tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré L'Oréal, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les voir, leur présenter ce qu'on a fait un peu récemment. Donc on est allé chez eux et en fait il s'avère que à la fin du rendez-vous d'1 heure où on leur a présenté nos travaux, ils nous disent écoutez, ça tombe bien parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur une étude qui s'appelle The Essentiality of Beauty, donc l'essentialité de la beauté, et on sait pas comment communiquer tout le travail qu'on a fait au niveau du groupe qui n'avait jamais fait de campagne publicitaire. Enfin, on connaît les campagnes de L'Oréal Paris, on connaît les campagnes de Maybelline, mais L'Oréal Group jamais avait fait à ce niveau-là. Et donc ils nous ont demandé de les aider à communiquer tout le travail qu'ils avaient fait. Donc ce qu'ils avaient fait comme travail, on a lu, je crois que l'étude faisait 300 pages, on l'a tous lu en long, en large et en travers. Et en fait, leur étude regarde un peu ça regarde la beauté d'un aspect global, c'est-à-dire que ça montre que la beauté est présente dans tout ce qu'on fait au quotidien, et que la beauté est un élément essentiel pour que la société fonctionne au mieux, qu'elle a toujours existé, et que donc c'est très important de
prendre en considération la beauté quand on écrit des lois, quand on enseigne à des jeunes, que ça passe du brossage de dents, qui finalement est une forme de beauté, à l'importance de s'occuper des personnes plus âgées, au fait que, par exemple, on sait que pendant des grosses crises, la Seconde Guerre mondiale, le Covid, les ventes de rouge à lèvres explose. Donc c'est vraiment considérer la beauté non pas seulement comme l'esthétique, comme le maquillage, mais vraiment la beauté dans son ensemble en fait. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté? C'est ouvrir. Tout à fait, c'est redéfinir la beauté. Redéfinir la beauté. Exactement. Et une série de podcasts donc animés et présentés par Isabella Rossellini. Ouais, donc en fait, ça va même plus loin parce qu'on a fait un podcast, mais c'est vraiment, il y a eu une campagne publicitaire tout autour. Donc en fait, c'était un projet qui a pris une ampleur pas possible. On leur a proposé This is not a beauty story. Donc en fait, de vraiment casser les codes de la beauté, surtout venant de L'Oréal Group, qui est quand même le numéro 1 mondial au niveau de la cosmétique, et de présenter le fait que la beauté est très importante dans le sport, on le voit, dans la politique, dans la santé, etc. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est d'abord une campagne publicitaire sur 6 thématiques. On avait le sport, la santé, la vie, l'homme, la politique, et évidemment j'ai oublié le 6e, mais en fait donc des encarts traditionnels publicitaires qu'on peut voir sur le New York Times, qui avait un slogan très clair: This is not a beauty story, this is a science story. This is not a beauty story, this is a politics story. Donc vraiment pousser l'idée au maximum. Et ce qu'on a fait d'intéressant avec cette campagne publicitaire, c'est qu'on a fait un targeting très précis, donc c'est-à-dire que tout ce qui touchait à la science, on a réussi à mettre les encarts publicitaires sur des pages évidemment de la section science du New York Times. Donc avoir en fait un parallèle très clair, c'est-à-dire qu'on a une audience qui s'attend à lire un article sur un sujet scientifique et qui voit en premier encart, en haut de la page, This is not a beauty story, this is a science story, avec 2 visuels qui se font face, un visuel qui est vraiment un cliché typique beauté, et un visuel qui casse complètement ça, qui est connecté au sujet. Domaine, voilà. D'accord. Ouais. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'interloquer en fait notre audience, qui se pose des questions, qui se disent tiens, c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'on me dit ça maintenant, et ça commence un peu à réfléchir, voilà, pour qu'ensuite on puisse arriver dans une deuxième phase avec le podcast This is not a beauty podcast, qui reprennent les 6 mêmes thématiques, mais qui déconstruisent et qui montrent comment la beauté en fait existe dans chacune de ces thématiques. Donc le sport, on est allé voir Noah Lyles, qui évidemment est très connu pour tous les looks des JO qu'on a vus l'année dernière. Voilà, donc lui parler de pourquoi est-ce que la beauté est si importante pour lui, pourquoi est-ce que lui, en tant que athlète qui a gagné une médaille d'or, il s'occupe tant de son look avant d'arriver sur le terrain, enfin voilà, etc. Donc c'était une série de 6 podcasts avec évidemment Isabella Rossellini comme host. On a eu de la chance. Merci L'Oréal Group, ils ont plein de connexions. Donc voilà. 2 exemples effectivement qui illustrent aussi donc plein de crafts différents, plein de compétences, mais donc toujours en réponse à effectivement une question, une interrogation de marque. Et toi qui es passé par le monde des agences et donc maintenant T-Brand Studio International, est-ce que on pourrait penser que finalement on fait le même travail. Quelles sont selon toi les différences qui peuvent exister, que ce soit quelles sont les différences que tu as remarqué et qu'il faut avoir à l'esprit, que ce soit dans l'organisation, dans le craft, dans la manière de faire, mais donc quand même dans l'approche créative aussi. Alors dans l'approche créative, pour moi ce qui était très intéressant, c'est que moi je venais d'agences de design. Donc le design était évidemment au centre de tout ce qu'on faisait. Aujourd'hui, dans ce que je fais, les gens lisent le New York Times principalement pour le journalisme. Évidemment, l'aspect visuel est extrêmement important, mais on pense au New York Times, on pense au journalisme. Donc pour moi, c'était la première fois que je travaillais vraiment main dans la main, autant que ça, avec des éditeurs. Donc ça a été un vrai apprentissage, super intéressant, et de comprendre en fait, je sais que pour moi, ça a été très important de comprendre qu'est-ce qui fait un bon article. On le sait quand on lit un article, mais après de devoir créer un article, c'est autre chose quand on n'est pas un journaliste, un éditeur. Le so what
l'idée de so what qu'on ressort tout le temps. Pourquoi? Vraiment pousser jusqu'au bout l'idée pourquoi est-ce que notre audience voudrait lire ça alors qu'ils peuvent lire du contenu de notre newsroom qui est probablement beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut attirer? Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que au New York Times, on travaille pour le T-Brain Studio, on travaille pour l'audience du New York Times. Exclusivement. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée vit exclusivement dans l'écosystème du New York Times. Donc, on ne peut pas se permettre de créer sans réfléchir à l'audience, au public qui va lire, qui va regarder, qui va écouter ce qu'on crée. Donc, toutes nos insights, toutes nos stratégies partent, en fait, de l'audience même du New York Times. On a beaucoup de recherches, évidemment, en interne, qui nous permet de définir et de formater nos concepts, nos idées dans le but qu'elles plaisent le plus possible et qu'elles soient le mieux reçues par notre audience. Parce qu'en fait, le but vraiment de nos marques, c'est de toucher notre audience, c'est de montrer à notre audience qu'ils ont des messages forts, importants, qu'ils veulent transmettre, en fait. Et vous avez la connaissance fine, en plus, de ces différentes audiences et par catégorie, parce qu'effectivement, l'exemple de This is not a beauty story peut s'appliquer à des gens qui sont intéressés par la science et ou le sport. Tout à fait. Et ou j'ai plus les autres domaines, la politique, vie, pardon, la politique en général, ouais. Humain, ouais. Tout à fait. Tout à fait. J'irais même jusqu'à dire que en fait c'est ce qui nous rend le plus fort, en fait, parce que du coup, on est capable de créer des contenus qui, en général, résonnent vraiment avec ce que notre audience veut lire. Par exemple, au niveau du travel, du voyage, on sait exactement ce qui intéresse les gens. On a fait un partenariat l'année dernière avec Belmont sur leur train. Il s'avère que c'est notre idée est tombée exactement au même moment où la Newsroom a sorti une nouvelle colonne sur voyager en train. Donc on est vraiment capable, on le savait pas, hein, mais on est capable de rechercher et de creuser dans les centres d'intérêt de notre audience, qui nous permettent en général vraiment de créer du contenu qui fait sens, en fait. Et effectivement, comme tu le disais, tu l'as rappelé, c'est ce contenu et l'extrême exigence du contenu qui vous caractérise et qui fait l'écho. Et est-ce que, justement, donc en travaillant avec les marques, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme enjeux de marque? Est-ce qu'il y a des enjeux un peu communs, ou est-ce qu'il y a une forme de je sais pas si on pourrait dire de tendance, mais en tout cas je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, mais de expectations, d'attente, voilà, d'attente un peu commune, de marques très différentes que tu remarques, que ce soit d'un point de vue du fond, ou aussi même d'un point de vue de la forme, de l'objet, de la demande. Ouais. Alors, je pense que d'un point de vue du fond, ce qui me marque le plus, et je pense que c'est vrai aussi, on le voit beaucoup avec la nouvelle génération, il y a une demande d'authenticité. Alors nous, c'est évidemment quelque chose qui nous parle beaucoup, qui nous tient à cœur, donc on est ravis d'entendre ça. The truth, exactement. Voilà. Mais on a de plus en plus de demandes de marques pour créer du contenu qui est de plus en plus éloigné de leur marque. C'est-à-dire que il y a quelques années, de dire à une marque, vous savez, si on crée un contenu sur le New York Times et qu'on parle peut-être un peu moins de votre marque, qu'on essaye de créer quelque chose qui est un peu plus fondé sur l'authenticité, qui résonne au niveau émotion peut-être plus avec notre audience, qui a plus de fond, ça risque d'avoir un impact plus positif. C'était pas forcément toujours très fluide, alors que maintenant, vraiment, on voit qu'il y a en fait, les clients, les marques viennent nous voir en nous disant, on veut travailler avec le New York Times parce qu'on veut travailler avec l'authenticité, on veut travailler sur l'humain, on veut que ce soit des images, des histoires qui soient human-centric. Donc vraiment, c'est-à-dire que on va aller chercher des vraies personnalités, on va chercher des vraies histoires, des histoires de famille, des histoires personnelles, des histoires intimes qu'on va essayer de raconter pour creuser vraiment en profondeur. Donc ça, je pense que c'est plus d'un point de vue contenu. D'un point de vue visuel, ce qui est très intéressant, c'est que justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le département graphique de notre newsroom, je pense que
il est de plus en plus connu. Donc les marques viennent aussi nous voir parce qu'ils veulent du contenu qui ressemble à ça. Donc nous, d'un point de vue visuel, c'est super parce que ça veut dire de l'interaction, du multimédia, des pages qui intègrent de la 3D, du mouvement. Voilà, donc on n'est plus vraiment dans des pages digitales qui sont peut-être un peu plus figées ou, voilà, un peu print en fait, un peu print ou un peu article classique en fait, ouais. et vraiment plus sur des choses immersives, 3D, interactives, pousser vraiment ça, en sachant que c'est quand même un vrai sujet parce ce qu'on fait le plus, c'est une seule page digitale. Il y a pas, voilà, on appelle ça des paid posts, donc c'est un article, vraiment une page. Donc en fait, on a un canevas qui est très limité. Donc c'est assez intéressant de travailler dans ces problématiques, d'essayer vraiment de faire le maximum possible avec quelque chose de très limité en fait. Ouais. C'est la fameuse contrainte qui rend créatif. C'est-à-dire que si... Exactement. Ce qui, moi, me convient très bien. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais ce qui, moi, me fait vraiment réfléchir. Et alors, justement, tu parlais, c'est intéressant. Donc, vous êtes sur, évidemment, il y a cette part d'authenticité, de travailler sur l'humain. Alors, ça résonne d'une certaine manière avec l'ADC, puisque on a mis, en tout cas dans notre programme sur les prochaines années, l'humain au centre. Alors, l'humain au centre, dans le sens où, finalement, tout le travail que les agences membres de l'ADC font, c'est au service de l'humain. Donc, c'est effectivement changer le regard. C'est pour répondre à des problématiques de marque, mais au service de l'humain. Comment ça résonne, voilà, toi qui es aussi tu fais partie de cette grande communauté de designers créatifs. Comment tu le vois, comment tu le comprends, comment ça résonne pour toi justement ce parti pris de se dire c'est l'humain au centre et c'est le point de départ de ce qu'on fait, c'est le point d'arrivée de ce qu'on fait. Je pense que c'est très intéressant. Ça rejoint 2 points. Il y a le côté émotionnel qui est vraiment en fait de faire réagir, positif, négatif, n'importe, mais vraiment une émotion chez le public qu'on touche. Je pense que c'est la plus belle forme de réussite pour moi, c'est vraiment de réussir à créer une réaction. Donc pour moi, mettre l'humain au centre, c'est revenir en permanence à ça. Et c'est aussi, je pense que dans la création, c'est facile de rester un peu coincé sur l'esthétique, de rester coincé sur le côté. Et moi, la première, je suis une fan je suis une designer de base, donc la typographie, la page blanche, les espaces, etc. C'est quelque chose sur lequel je peux passer des heures et des heures, mais je pense qu'on peut facilement en tant que designer s'enfermer dans ce monde-là et on peut facilement oublier en fait que ce qu'on crée quand même à la base est fait pour résonner avec des gens, avec des marques, etc. Donc c'est essayer pour moi ça revient à ça aussi, c'est se sortir un peu de cette esthétique qu'on aime tous, mais de se souvenir que derrière elle a un but et qu'elle a pour but de toucher un public en fait. C'est utile, en fait, c'est la part utile, c'est le fonctionnel de l'émotionnel et c'est au service d'eux. Tout à fait. On est toujours un peu là aujourd'hui, on va dire, on peut pas ouvrir, donc très petit jeu de mots, petite image, mais on peut pas ouvrir une page de journal, je parle pas de vous, mais sans voir un article sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle place vous donnez à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un sujet? C'est pas un sujet? C'est un outil? C'est pas... alors je sais, là on pourrait se faire un talk complètement... Ouais. D'ailleurs, nous avons fait, donc chère audience, nous avons fait un talk spécifiquement intelligence artificielle. Mais avoir ton point de vue dessus, ce serait aussi éclairant. Voilà. On croise à chaque fois, on y revient un petit peu, elle est dans toutes les discussions. Tout à fait. Elle est dans toutes les discussions. Alors, au New York Times Advertising, pour l'instant, on expérimente avec. Donc, on est un peu plus prudent. Voilà. Peut-être que d'autres marques, mais c'est très typique du New York Times. Une chose est sûre, c'est qu'on veut vraiment l'utiliser pour amplifier la création, pas pour la remplacer. Donc, c'est un peu tout le questionnement qu'on fait en ce moment. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été vraiment défini. On est plus dans une phase de recherche. On explore la technologie pour voir comment est-ce qu'elle peut aider la créativité humaine. Donc on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est efficacité, évidemment, potentiellement recherche, mais jamais comme outil de création pour l'instant. Donc c'est vraiment... Après, on est vraiment dans une phase d'exploration. On cherche, on travaille sur des guidelines. On est vraiment en train un peu de voir ce qui se fait, quoi, et ce qu'on peut en faire aussi. Donc on l'utilise.
On l'utilise de façon modérée, voilà, pour ouais, plus de la recherche, etc. Et alors, et justement, dans ce travail de recherche, alors c'est typique à nos métiers aussi d'être effectivement en expérimentation en permanence et d'aller. On a des limites, on a un cadre. C'est ça qui nous rend créatifs, c'est ça qui nous force à inventer, expérimenter. Est-ce que tu as des conseils que tu donnes à tes équipes? Des tips créatifs. Je sais que nous on a souvent cette question de l'inspiration, voilà, où est-ce qu'on va chercher, mais est-ce que est-ce que tu as un mantra, est-ce que tu as des conseils Alors, ça va être très cliché, mais pour moi vraiment j'y crois, c'est accepter l'échec. Et pour moi personnellement, c'est un peu comme ça que j'ai construit ma carrière, c'est de pas avoir peur de l'échec. En fait, finalement, j'ai l'impression que avant d'arriver au Tribrand Studio International, j'ai testé plein de choses. Il y a des choses dans lesquelles je suis restée 1 an, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, d'autres sur lesquelles j'ai vraiment plus expérimenté. Donc c'est d'accepter en fait que l'échec fasse partie de notre vie, et je pense qu'en tant que créatif, ça fait partie de notre vie beaucoup, et de l'utiliser comme un pouvoir plutôt que de se laisser abattre ou de le voir comme quelque chose de négatif. Je pense que c'est de rebondir et de travailler sur l'échec et de l'utiliser pour passer à autre chose, pour amplifier notre créativité en fait. Donc ça, c'est mon premier conseil que j'utilise beaucoup. Le deuxième... Et puis ça met en confiance. Ça met en confiance, tout à fait, c'est vrai. Le deuxième, c'est de trouver sa passion. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais à l'école ou même plus tard, j'avais une idée de ce qu'était le design graphique, de ce que je voulais faire, qui était, je pense, très influencé évidemment par ce que j'avais appris à l'école, par les professeurs que j'avais, parce que ce que j'avais étudié, ce que j'apprenais, etc. Et en fait, c'est vraiment, je pense, de penser à ce qui nous convient, nous, en tant que personne, en tant qu'individuel, et de réfléchir à trouver sa propre passion. C'est facile de se perdre sur les réseaux sociaux, de voir ce que font les autres, de se comparer. Mais la carrière de chacun est unique, donc c'est vraiment d'essayer de trouver ce qui nous rend heureux, là où on est le plus créatif, parce que chacun a, je pense, des avenues de créativité différentes, et de vraiment trouver ce qui nous convient pour définir une carrière qui soit adaptée à chacun. Et alors, tu parlais des réseaux sociaux, et effectivement, c'était aussi dans l'introduction, cette dimension inspiration. Il y a la recherche de sa passion, mais il y a aussi dans le travail pour dépasser les limites. L'inspiration, justement, qu'est-ce que tu parlais des réseaux sociaux, d'aller voir ce qu'il y a dessus. Donc, au-delà de la dimension égotique des réseaux sociaux, il y a aller voir source d'inspiration. Je fais des recherches, je peux m'amender peut-être pas des cookies, mais du targeting. Mais qu'en penses-tu justement comme lieu de recherche d'inspiration? Moi, je trouve que c'est bien, mais qu'il faut pas s'arrêter qu'à ça. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses très très bien sur les réseaux. On voit beaucoup ce qui se fait, mais il y a aussi beaucoup de tendances. Et moi, j'aime beaucoup sortir des tendances en fait, et trouver des inspirations là où elles sont peut-être un peu moins attendues. Je crois beaucoup au fait que une inspiration, une idée vient de beaucoup de choses, mais principalement souvent en dehors du domaine dans lequel on travaille. Donc je pense que de regarder les réseaux, de suivre ce qui se fait, c'est évidemment très important pour se tenir à jour, pour se maintenir informé, pour savoir ce qui se fait dans les autres agences, dans les autres milieux. Mais de compléter ça avec autre chose ou avec un autre type d'inspiration, ça peut être mais vraiment l'art, le théâtre, évidemment lire beaucoup, de s'inspirer de plein de sources différentes, pas uniquement sur les réseaux. T'as des rituels, toi, que t'aimes bien, que tu as mis en place, que t'aimes bien, soit des rituels, soit des réflexes ou des habitudes, justement pour te dire ok, je me mets en situation et en condition créative. Alors, justement, mes rituels ont pas mal changé en étant au Tribrand Studio International, parce que maintenant que je travaille avec des équipes qui sont pas que design et pas que visuel, je pense que les choses ont changé. Par exemple, quand on fait des brainstorms, nous on utilise un Google Doc. Ce qui, quand on est visuel, moi ça fait 8 ans et demi, j'arrive toujours pas à m'y faire. C'est vraiment, pour moi c'est, mais donc ma façon à moi, c'est vraiment de revenir aux sources. Donc j'écris.
j'essaye de faire le moins possible sur ordinateur. Donc je suis papier-crayon. Papier-crayon, vraiment vieux jeu. Des dessins. J'essaye même pour mes mises en page, pour mes inspirations design pur. Vraiment souvent, je fais quand je reviens au croquis de base. Voilà. Après, pour tout ce qui est inspiration, je fais évidemment une phase de recherche comme tout le monde, les réseaux sociaux, mais aussi la marque, etc. Et mon processus créatif, souvent, c'est de commencer par ça, de commencer par le brief, commencer par la remarque, et après, en fait, de m'en détacher complètement. Et d'essayer d'utiliser des principes, évidemment, très connus de brainstorm, en partant très large, en resserrant pour trouver des idées, mais en essayant, au début, en tout cas, de faire un peu abstraction de tout ce que j'ai appris sur la marque de façon à ce que l'idée vienne et ensuite de faire revenir la marque dedans. C'est un peu mon principe moi de création. Et comme vous travaillez pour des marques internationales et voilà, c'est un lieu extrêmement multiculturel. Est-ce que tu as remarqué des différences peut-être selon des différences de travailler selon les cultures et qui t'ont donné un nouveau craft, porté quelque chose de différent et utile? Alors, c'est marrant que tu dises les différences de culture parce qu'en fait, je pense que pour moi, ce qui m'a plus marqué, c'est les différences de génération. Alors, culture, évidemment, on est un studio qui est basé entre Paris, Londres et Singapour. Donc, on a évidemment des gens qui viennent de partout. C'est-à-dire que à Londres, on a des gens qui viennent du Portugal, d'Angleterre, des États-Unis, de Suisse. Enfin voilà, on a vraiment des gens qui viennent du monde entier. Donc, forcément, il y a beaucoup de chocs culturels. Donc c'est plus dans la communication, je pense que c'est assez intéressant de voir ça. Donc on a tous appris, je pense, à communiquer d'une façon assez neutre, à faire à en savoir un peu plus sur les autres. On essaye de se connecter vraiment très personnellement pour passer au-delà de toutes ces barrières. Mais ce qui moi je trouve plus intéressant encore, c'est vraiment une question de génération, parce que forcément moi, T-Brain Studio, je pense que je suis d'une des générations peut-être les plus âgées, voilà, au milieu. Donc on a beaucoup de gens dans nos équipes créatives qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont un rapport par exemple aux réseaux sociaux qui est complètement différent, à la créativité, aux inspirations qui est complètement différent. Donc moi j'apprends énormément de choses de travailler avec différentes générations, et je pense qu'en agence on le voit peut-être un peu moins. Je travaille avec des gens on a des gens qui sont à quelques années de la retraite et on a des gens qui sortent de l'école. Dans une petite équipe, ça fait vraiment un panel de générations assez intéressant, et ça moi je trouve ça très inspirant et vraiment absolument fabuleux, parce qu'on peut avoir des conversations où personne ne sait de quoi on parle en fait. Moi je sais pas ce que raconte le jeune qui a 21 ans et qui me sort une référence qu'il a vue sur TikTok, et de la même manière on peut parler d'un film des années 80 et il nous regarde avec des yeux voilà. Donc il y a vraiment un peu ce multiculturel, non seulement multiculturel parce que forcément si on sort comme référence un film de Godard, je pense que ça tout le monde ne comprend pas forcément, et ce côté un peu génération. Donc c'est vraiment un melting pot dont on parle, que moi je trouve absolument fascinant, et qui apporte beaucoup de richesse à nos idées créatives. Et c'est la transmission aussi, on avait eu donc toujours dans les talks de l'ADC de faire justement un talk sur les générations en agence et ce que tu partages, mais aussi avec les écoles, puisque depuis un an on a créé un collège des écoles, que les écoles puissent rejoindre l'ADC. Et c'est intéressant parce que tu disais, on apprend autant de jeunes diplômés que eux apprennent de nous. Et effectivement, c'était ce qui ressortait. C'est que voilà, aujourd'hui, en fait, chacun a une expérience différente. Il n'y a pas qu'un seul sachant qui a une expérience. Chacun a un craft et son expérience à partager, sa propre vision à partager. Et justement, en parlant de jeunes diplômés, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des jeunes diplômés, justement, qui veulent découvrir, qui veulent, quel serait ton conseil ou tes conseils? Comme je disais tout à l'heure, je pense vraiment de trouver sa passion. Ça passe par d'essayer, donc de pas forcément s'arrêter à des idées qu'on a en sortant de l'école je voudrais être dans tel domaine. C'est de prendre un peu les opportunités comme elles viennent, d'essayer, de voir ce qui nous plaît, de voir ce qui nous convient et d'adapter. Donc une certaine forme de flexibilité, je pense, dans la carrière. Je pense que c'est assez important en tant que créa, peut-être pas rester trop fermé sur ce qu'on sait faire. D'un point de vue design aussi,
Je pense que moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est la quantité d'apprentissage qu'on doit faire aussi, même après 15 ans, 20 ans d'expérience. En fait, le monde du design, c'est un monde qui bouge beaucoup, qui bouge très vite. Donc, il faut non seulement se maintenir informé, mais aussi en permanence continuer à apprendre. Je pense que moi, depuis que j'ai rejoint le T-Brain Studio International, j'ai appris 3 formes de développement de coding, alors que à la base je ne savais pas du tout faire ça. Donc c'est, je pense, être prêt en fait à mettre la main à la pâte, à apprendre plein de choses, parce que malheureusement ou heureusement, moi je le vois comme une force, le design aujourd'hui devient un peu plus versatile. Ça, je pense qu'on devient un peu des développeurs, on devient un peu des illustrateurs, on devient un peu des photographes. Tout commence un peu à se mélanger. Donc essayer d'être ouvert à plein d'opportunités en fait. Et est-ce que tu as un mot de la fin, un mantra que tu veux nous partager? Tu peux prendre 2 secondes, là, tu en couperas. Là. Je sais que c'est toujours dur cette question, c'est un peu... Attends, mince. Je pense que je reviendrai sur vraiment le côté de l'échec, parce que pour moi, c'est vraiment la chose qu'on apprend peut-être pas en école, qu'on apprend peut-être pas en tant que junior. Je pense qu'il y a ce côté... dans les agences, il y a beaucoup de compétition, partout d'ailleurs. Il y a beaucoup de compétition, il faut toujours sortir les meilleures idées, il faut toujours avoir le projet qui va gagner des prix, etc. Je pense que de porter autant d'importance à l'échec qu'à la réussite peut vraiment nous emmener très loin dans la créativité. Merci Céline. Merci à toi. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs. Et pour en connaître davantage sur le design de marque et celles et ceux qui le font, rendez-vous sur le site de l'ADC, Association Design Conseil In Design We Trust. Et à bientôt pour un nouveau talk de l'ADC. C'était les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Les talks qui donnent la parole à toutes les voix du design. Pour en connaître davantage sur le design et ceux et celles qui le font, rendez-vous sur le site de l'ADC, adc-asso.com. À bientôt pour un nouveau talk de l'ADC. In Design We Trust.